Bonjour, je vais vous présenter Dr. Gabrielle Venn, assistant professeur dans le département d'anatomie humaine et biologie cellulaire à l'Université de McGill. OK. Vous pouvez commencer, bonjour. Oui, Amanda, c'est bon? Oui. Parfait, OK. Fait que tu peux commencer? OK, ben parfait, je vais partager mon écran. Comme ça. OK, ben bonjour tout le monde. C'est la première fois que je fais un webinaire comme ça. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on m'a demandé de couvrir, c'est l'introduction, faire une petite introduction en fait à l'anatomie viscérale humaine, parce que vous êtes en train d'étudier la biologie des mammifères. Donc, ben, en tant que mammifère, ben, on va découvrir ça un petit peu. Ça risque d'être assez sommaire, assez bref, étant donné qu'on a seulement 15-20 minutes pour couvrir cette complexe machine qui est la nôtre. Mais on va essayer de vous donner le plus d'informations possible pour que vous ayez une bonne idée de comment ça fonctionne pour pouvoir la comparer avec les autres espèces que vous êtes en train de découvrir. Oups. OK, donc les objectifs de cette lecture, ça va être, premièrement, on va faire une petite introduction assez rapide, puis on va nous amener à décrire très généralement les différents systèmes qui vont être à l'étude aujourd'hui. Donc, premièrement, ça va être l'appareil digestif. Ensuite, on va s'en aller vers l'appareil qui est circulatoire, donc cardiovasculaire. Et puis, ce qui va nous mener vers l'appareil respiratoire. Puis, au début, là, juste pour comprendre un petit peu là, comment est-ce que tous ces systèmes-là se sont mis en place, c'est assez intéressant de revenir en arrière. Où est-ce qu'on peut comparer l'évolution du prokaryote? En fait, là, cette cellule-là qui a apparu environ 4 milliards d'années. Voilà 4 milliards d'années, c'était une cellule qui n'avait pas de nucléus comme tel. Donc, c'était une cellule qui était assez sommaire. Comme ici, on peut voir, c'est Robert. Robert, notre prokaryote, qui lui, ben, ça a pris environ 1 milliard d'années avant que ce Robert-là puisse commencer à développer des aptitudes pour mieux gérer les ressources dans lesquelles il baigne. Donc, pour arriver à développer, ici dans le cas, la photosynthèse, donc être capable de transformer l'environnement, les ressources de son environnement pour en générer de l'énergie. Ça a pris assez de temps, mais plus l'évolution a avancé, bien, on est capable maintenant d'arriver à des associations entre certaines cellules qui ont développé des aptitudes assez particulières pour devenir ce qu'on appelle des eucaryotes. Donc, ceux-là ont maintenant un noyau, sont capables de se reproduire, de développer, de répliquer leur matériel génétique. Et puis, en s'associant comme ça, on a ici des cellules qui ont été capables de gérer, de partager leurs différentes aptitudes pour amener à des organismes qui sont pluricellulaires. C'est sûr que là, on parle de cellules qui sont extrêmement simplistes. Donc, on parle d'algues, simples algues. Donc, on a certaines cellules qui sont responsables de générer la photosynthèse, mais on va avoir aussi d'autres cellules qui vont être responsables de donner plus une structure à notre organisme et d'autres de faire en sorte qu'on a un système de transport à l'intérieur. Mais quand on a ces eucaryotes-là, c'était simple de comparer une cellule qui était très primitive, qui baignait dans son substrat. Donc, c'est très simple, elle a accès à toutes ces ressources d'énergie qui sont autour d'elle. Mais plus l'évolution de ces espèces-là a amené à une complexification des systèmes, on se rend compte qu'il y a certaines cellules qui n'étaient plus nécessairement mises en contact direct avec l'environnement qui lui donnait ces ressources nécessaires pour sa survie. Donc, il y avait certaines cellules qui se retrouvaient à être complètement isolées et n'avaient plus nécessairement accès aux ressources nécessaires, ce qui amenait probablement à une mort cellulaire. Donc, il a fallu développer des systèmes, il a fallu développer des stratégies pour être capable d'amener, d'acheminer ces ressources-là à l'intérieur même de l'organisme pour que ces cellules-là qui ne sont pas directement en contact puissent avoir aussi accès à ces nutriments-là, à ces éléments-là nécessaires à la vie cellulaire. Donc ici, on a parlé de l'évolution qui nous a amené à cette machine complexe-là, qui est, bon, là, on parle des mammifères, donc là, on va parler de l'être humain, de l'organisation des différents systèmes au niveau de l'anatomie humaine. Ce qu'on va découvrir, on va parler des appareils. Les appareils, c'est vraiment un ensemble d'organes
qui ont pour fonction une fonction distincte. Donc ici, on a ce qu'on va couvrir, c'est l'appareil digestif. On va aussi avoir l'appareil circulatoire, qui est l'appareil respiratoire. Un système, lui, c'est vraiment plus tous les éléments ensemble, c'est-à-dire qu'il va avoir, par exemple, les conduits, il va avoir aussi les glandes. Donc, c'est beaucoup plus vaste. Si on parle de l'appareil digestif, lui, son rôle principal, c'est vraiment juste de transformer la nourriture, les ingrédients, les nutriments, de transformer, pour les digérer, pour essayer d'extraire l'énergie, mais aussi les nutriments. Puis ensuite, bien, de pouvoir éliminer les déchets, donc ce qui n'est pas nécessaire à l'organisme. On a deux transformations. On le sait, quand on mange, par exemple, un gros hamburger, bon, on doit, premièrement, le mastiquer, le détruire, rendre beaucoup plus petit pour pouvoir avoir maintenant une transformation qui est chimique pour en extraire justement les nutriments par notre système digestif. Donc, le rôle du système digestif, c'est vraiment plus d'absorber, d'absorber les nutriments pour ensuite le retourner dans la circulation sanguine. Et puis là, on va parler du système circulatoire. Puis lui, son rôle, ça va être d'acheminer justement ces nutriments-là aux cellules pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir les mettre en contact avec les ressources d'énergie. La première région qu'on peut décrire quand on parle du système digestif, ça va être la bouche, les lèvres, on le sait. C'est ça qui est responsable de la mastication, donc la transformation mécanique des aliments en plus petites particules qui vont pouvoir être transformées de manière chimique par les différents organes du système digestif. Quand on regarde la bouche, on peut penser à la langue, on va penser aussi aux dents, aux lèvres, tout cet appareil-là masticateur. On a aussi l'association de glandes salivaires qui, là, eux, vont déjà entamer avec l'amylase salivaire une destruction de l'amylase pour justement commencer la transformation chimique et en plus d'amener un petit peu d'humidification au niveau des aliments. Ensuite, quand on regarde la bouche est directement en contact avec un tube qui est un conduit qui est musculo-membraneux, qui se retrouve à être à l'arrière dans la gorge, qui est notre pharynx. Le pharynx, lui, il est un passage pour tout ce qui est le bol alimentaire, et donc les aliments, mais aussi pour les voies aériennes. Il n'y a pas de distinction, c'est le même tube. Quand on pense à ce pharynx-là, si on regarde ici à l'arrière, on a notre tube qui est musculeux, membraneux juste à l'arrière, et puis à l'avant, on va se retrouver avec la trachée qui, elle, est responsable du système respiratoire. Donc, ce n'est que plus bas, après notre pharynx, au niveau du larynx, qu'on va avoir la distinction entre les deux. Mais au niveau du pharynx, cet appareil ici, juste derrière la bouche, on va avoir notre pharynx qui ne fait pas la distinction entre les deux. Si on revient ici, quand on parle de la trachée, donc le système respiratoire, et l'œsophage, donc juste après le larynx, l'œsophage, lui, c'est un tube qui a simplement pour rôle d'amener, d'acheminer le bol alimentaire de la bouche et du pharynx vers les autres organes du système digestif, donc l'estomac, qui est dans la cavité abdominale. Donc, c'est simplement un tube qui doit traverser la cavité thoracique. Si on prend, par exemple, un corps humain comme ça ici, quand on fait, par exemple, une dissection, une autopsie ou juste une observation de l'anatomie humaine, c'est ce qu'on voit. Si on essaie de transposer notre vue à travers la peau, on va voir qu'il y a une cage thoracique. La cage thoracique qui vient protéger les organes vitaux au niveau de la cavité thoracique. Et quand on l'ouvre, ce qu'on voit, c'est simplement ça ici. Si on enlève les côtes, on va voir qu'on a deux poumons, on a notre cœur, mais on ne voit toujours pas l'œsophage. L'œsophage se retrouve complètement à l'arrière du cœur, complètement à la trachée, ici, accolé sur nos vertèbres thoraciques. Donc, l'œsophage, lui, on peut le voir tout le long de la cavité thoracique. Il va descendre, traverser la cavité thoracique pour aller maintenant se vider au niveau de l'abdomen en passant à travers le muscle principal de la respiration, le diaphragme, ici, au niveau de la vertèbre de T8, plus ou moins important. Quand on arrive dans la cavité abdominale, donc juste sous le diaphragme thoracique, on a tous ces organes-là qui sont très orchestrés, qui sont dans un environnement qui est assez contraint. Donc, ils ont chacun leur espace, ils ont chacun leur interrelation les uns avec les autres. C'est pourquoi, en anatomie, on divise la région abdominale en cadrans ou en régions. Ici, je vous montre juste le cas échéant des cadrans, plus simple à comprendre. Donc, si vous placez une ligne qui va traverser de manière horizontale
au niveau de votre nombril, votre ombilic, et puis une ligne qui est directement en plein centre de votre corps, une ligne médiane. On va pouvoir diviser la cavité abdominale en 4 cadrans. On va voir les cadrans supérieurs droite et gauche et les cadrans inférieurs droite et gauche, tout simplement. Chacun de ces cadrans-là nous aide à déterminer la localisation précise de certains organes. Donc ici, on va avoir notre estomac qui va être dans le cadran supérieur gauche. On va avoir le foie qui, lui, prend principalement la place du cadran supérieur droit. Il dépasse dans le cadran supérieur gauche, par exemple. Ça ici, et puis on va parler de notre cadre colique et de nos intestins. Donc notre côlon et puis notre intestin grêle. Donc si on prend élément par élément, organe par organe, on a vu la descente du bol alimentaire à travers l'œsophage qui nous a amené dans la cavité abdominale et puis qui va se vider dans notre estomac. Donc ça ici, c'est la partie de l'œsophage qui va amener le bol alimentaire dans notre estomac. Le rôle de l'estomac, lui, c'est de continuer la digestion, la transformation mécanique, mais aussi de commencer la transformation chimique avec les sucs gastriques qui, eux, vont transformer le bol alimentaire en ce qu'on appelle la chyme. Donc, déjà, beaucoup plus mélangé, qu'on est prêt déjà à en extraire certains nutriments. Les différentes régions de l'estomac, tout simplement, on a le fondus, le fond. On va avoir le corps, qui est la principale portion de l'estomac. Et puis, notre canal pylorique, où on a un sphincter qui assure, quand il se ferme, assure que le bol alimentaire reste dans l'estomac pendant le brassage, pendant le massage des muscles gastriques, pour justement s'assurer qu'il y a encore une transformation mécanique et transformation chimique. C'est ce sphincter-là que souvent on entend quand on a des borborygmes, on entend le petit glou-glou au niveau gastrique. C'est quand le sphincter ici commence à se relâcher pour permettre l'évacuation de la chyme à travers la suite du système digestif. Quand on parle de la suite, on va tomber dans le duodénum, qui est une partie du petit intestin. Donc, le duodénum, lui, c'est l'extension du système digestif tout de suite après le sphincter pylorique, le pylore, au niveau de l'estomac. Ici, on veut principalement diminuer, on veut alcaliniser la chyme qui vient de l'estomac, qui est très acide à cause des acides gastriques. On va avoir donc un mélange de la bile et puis du sucre pancréatique pour neutraliser cette chyme-là et commencer à en extraire certains sels minéraux qui sont assimilables dans cette région-là. Donc ici, quand on regarde notre duodénum, on peut voir qu'à l'intérieur de cette structure qui est faite en C, une glande accessoire au système digestif, qui est notre pancréas. Pancréas qui rapidement a une fonction exocrine, donc il va excréter dans le système digestif des sucres pancréatiques qui ont pour rôle justement d'alcaliniser la chyme. Et puis, il a aussi un rôle qui est endocrinien. Donc, il va sécréter des hormones pour gérer, par exemple, comme on sait, le glucose sanguin. Ici, on va juste simplement le localiser. Le pancréas se retrouve à même la portion concave de cette structure en C qui est notre duodénum. Parfait. Si on continue, ici, on a notre duodénum, notre structure en C. Ensuite, une fois que le C se termine, on va tomber dans notre intestin grêle proprement dit. L'intestin grêle, c'est un organe qui est extrêmement long. Il peut avoir de 7 à 8 mètres environ. C'est un tube qui est assez petit. On parle d'environ 2,5 à 3 cm de diamètre, mais extrêmement long. Il doit donc se retrouver à être tout entortillé l'un sur l'autre pour pouvoir bien être maintenu dans la cavité abdominale. Si on prend ce long tube-là, on peut comprendre que la chyme qui va traverser ce long canal-là, certaines régions ont des spécificités anatomiques parce qu'ils ont un rôle spécifique aussi. Le rôle principal de l'intestin grêle, c'est là où on va avoir la majorité de l'absorption. L'absorption de tout ce qui est eau, mais principalement les nutriments vont être absorbés au niveau de l'intestin grêle. La première partie après le duodénum va s'appeler le jéjunum. Et tranquillement, on va avoir des différences anatomiques qui vont nous amener à une autre région qui est la plus distale, donc la plus éloignée de la bouche, si on veut. Ça va être l'ilion. Si on prend une coupe à travers cet intestin grêle, à travers ce tube-là, on peut regarder qu'à l'intérieur, on a
des variantes anatomiques. On va avoir des différences anatomiques. Au niveau du jéjunum, on peut remarquer que c'est plié. Il y a plein de petits plis à l'intérieur pour augmenter la surface de contact. Donc, s'assurer qu'il y ait plus de contact avec la chyme pour en maximiser l'extraction puis l'absorption des nutriments. Ces petits plis-là, c'est des plis circulaires, étant donné qu'on est dans un canal. Ces plis circulaires-là vont avoir comme nom pliqué circularis, donc des plis circulaires. Si on regarde au niveau de l'iléon, on n'a pas une présence aussi marquée de ces plis circulaires-là, étant donné que le rôle de l'iléon est moins d'absorber, étant donné que le gros de l'absorption se fait au niveau du jéjunum. Ensuite, une fois qu'on sort de notre intestin grêle, on va maintenant entrer dans notre côlon. Le côlon que souvent, on peut sentir au niveau de nos fosses iliaques quand on a, par exemple, des ballonnements. Ici, on va avoir la première région du côlon. C'est notre cécum. Le cécum, c'est là où la chyme qui va sortir, rendu là, on est plus rendu dans les fesses, on va avoir la jonction avec notre iléon, de notre intestin grêle. Le cécum, c'est donc une première portion qui est assez volumineuse, qui va nous mener vers notre côlon ascendant. Ascendant parce que les fesses qui sont logées à l'intérieur du côlon vont devoir monter contre la gravité pour aller ensuite se retrouver au niveau du côlon transverse. Transverse, ça veut dire qu'il va traverser, si on veut, du côté droit au côté gauche pour se retrouver au niveau de notre côlon descendant, qui lui est du côté gauche, pour ensuite descendre vers ce qu'on appelle le côlon sigmoïde. Sigmoïde, ça signifie en forme de S, qui va nous amener vers notre rectum et dans l'ampoule rectale. Le rôle de ce cadre colique-là, de ce côlon-là, de ce gros intestin-là, c'est simplement de stocker les déchets de la chyme, étant donné que la majorité des nutriments ont été absorbés. Ce qui reste, c'est les déchets. On veut les stocker, mais avant de les éliminer, il y a une chose, un élément qu'on doit s'assurer de garder à l'intérieur du corps humain, c'est l'eau. Donc, la majorité de l'eau au niveau des fesses va se faire au niveau de notre gros intestin, de notre côlon. Donc, pour être sûr de contrôler, de maintenir notre équilibre hydrique à même le corps. Il y a différentes structures qui sont propres à notre gros intestin. On va avoir le ténia coli, qui est en fait des fibres musculaires lisses longilées le long du côlon. Si ces fibres-là se contractent, on peut facilement imaginer que ça va faire comme un accordéon. Les ostriations ici, les ostras, ça ici, c'est comme un accordéon en fait, que quand on plie, ça permet, si on veut, la fermeture, l'extension. C'est ce qui va amener le péristaltisme pour propulser les fesses, les matières fécales le long du côlon. Ici, on a un angle où on va avoir le côlon ascendant qui va tomber au transverse. Il doit tout simplement avoir un angle parce qu'ici, on a notre foie qui empêche le côlon de monter plus haut pour ensuite se retrouver au niveau du cadran supérieur gauche, au niveau de notre angle splénique, parce que la rate ici, ce n'est pas un organe qu'on couvre aujourd'hui, et puis au côlon descendant. Parfait. Si on regarde le cadre colique, on peut imaginer que comme ça, il a l'air bien tout seul. Mais si on met les autres organes qu'on vient de mentionner, on voit que l'intestin grêle se retrouve à être logé à l'intérieur même de ce cadre colique-là. Tout est bien orchestré, tout est bien organisé pour maximiser l'espace qu'on a au niveau de la cavité abdominale. Là, ce qu'on a vu, c'est les différentes composantes du système digestif. Il reste une autre glande associée qui est assez importante, c'est le foie en fait. Le foie, lui, va recevoir le sang qui vient du système digestif parce que si on y pense bien, le sang qui recueille, le sang veineux qui recueille les nutriments du système digestif ne doit pas nécessairement retourner directement au niveau de la circulation sanguine avant d'être filtré. On veut s'assurer qu'on en extrait, qu'on en enlève tout ce qui est potentiellement peut-être toxique, de filtrer avant de le retourner au niveau de l'organisme. Le foie, c'est son rôle. Si on regarde ici, on peut voir qu'il y a une veine qui s'appelle la veine porte, qui va recueillir, qui va collecter tout le sang veineux qui vient du système digestif des différents organes qu'on vient de couvrir. Ça ici, ça va aider justement à épurer le sang, à stocker, puis à même synthétiser les différents nutriments qui ont été recueillis. Le foie a aussi comme rôle
avec la bile, donc de digérer les graisses, qui, elle, est sécrétée au niveau du duodénum. Une fois que ce sang-là a été filtré et épuré, il peut maintenant retourner au niveau de la circulation sanguine. Ça ici, c'est le foie, juste ici. Donc, on a vu qu'il se retrouve dans le cadran supérieur droit et il déborde aussi un petit peu au niveau du cadran supérieur gauche. Si on enlève le foie, c'est ce qu'on voit ici derrière. On peut imaginer que le foie qui reçoit le sang du système digestif par la veine porte, une fois qu'il est filtré, peut se retrouver et peut retourner au niveau de notre veine cave inférieure via les veines hépatiques pour maintenant être amené au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la circulation systémique. Parlant de la circulation systémique, on a vu que là, on a un système digestif qui nous met en place, qui est mis en place pour justement aller chercher les nutriments dans l'environnement, les synthétiser et puis les amener dans un autre système qui lui a pour rôle d'acheminer ces nutriments-là jusqu'aux cellules qui n'ont pas nécessairement un contact direct avec l'environnement, avec les nutriments qui sont potentiellement nécessaires. Donc, la définition de l'appareil circulatoire, c'est juste un ensemble de conduits qui a pour rôle d'assurer le transport de ces nutriments-là et d'amener ces nutriments-là pour qu'il y ait un échange interne avec les cellules qui sont à l'intérieur de l'organisme. Et ensuite, de recueillir les déchets métaboliques pour les amener aux systèmes qui sont plus excréteurs, qui vont amener à l'élimination de ces déchets-là. On a deux systèmes de circulation. On a le premier qui est la circulation systémique, qui va amener le sang à travers tout le système de l'organisme. On va penser à les petites artérioles qui vont de notre cuir chevelu, par exemple, et d'autres artérioles qui vont aller jusqu'à nos gros orteils. Donc, pour l'ensemble du système. On a aussi la circulation qui, elle, est pulmonaire. Donc, le rôle de cette petite circulation, c'est d'amener le transport du sang, qui est désoxygéné, vers les poumons pour pouvoir les réoxygéner le sang et le ramener au niveau de la circulation systémique pour amener de l'oxygène à toutes les cellules dans le corps. Et puis, on a le système porte qu'on vient de mentionner, qui, lui, c'est un système distinct au système digestif, juste pour recueillir le sang veineux du système digestif et l'amener au foie pour le traiter avant de le retourner à la circulation. Ça ici, c'est juste un petit schéma, très simpliste en fait, qui démontre bien comment c'est organisé. On a notre cœur qui, lui, c'est juste une pompe. C'est vraiment une pompe, mais divisée en comme une pompe double en fait, en deux côtés. On a le côté qui va recevoir le sang veineux, donc par la veine cave inférieure, par exemple, celle qui reçoit le sang du foie et de tous les parties abdominales et distales des jambes. Et puis qui reçoit aussi le sang veineux qui vient supérieur de la cavité thoracique, qui vient de la tête, des bras, au niveau de la veine cave supérieure. Cette partie droite du cœur-là, la partie veineuse, va recevoir via l'oreillette droite, le pousser vers le ventricule droit, qui lui a pour rôle de projeter le sang veineux au niveau des poumons pour aller le réoxygéner. Et ensuite, le sang réoxygéné peut retourner au niveau du cœur, mais cette fois-ci, de la partie gauche, qui elle est responsable d'amener le sang oxygéné vers la circulation systémique. Donc, propulser le sang oxygéné vers l'ensemble du corps pour ensuite, une fois que les déchets métaboliques ont été recueillis, l'amener au niveau du cœur veineux pour aller le réoxygéner, ainsi de suite. C'est un circuit fermé, en fait, mais un double circuit fermé, un circuit pulmonaire et un circuit systémique. Si on revient à notre cas ici, où est-ce qu'on regarde le corps humain quand on pense à la cavité thoracique, si on ouvre la cavité thoracique, c'est ce qu'on voit. On voit nos deux poumons et puis le cœur qui est en plein centre. Le cœur, si on le regarde comme ça, on a de la difficulté à imaginer ces quatre chambres, donc les deux côtés. On a ici en français, des landmarks, des points de repère qui nous permettent de délimiter les deux côtés de notre cœur. Ça ici, ça se trouve à être le sulcus interventriculaire. On a ici, du côté droit, notre oreille droite qui va recueillir le sang veineux de la veine cave supérieure et inférieure. Et puis, on a notre ventricule droit qui est juste ici, qui va pousser le sang vers les poumons pour le réoxygéner. De l'autre côté, on a notre oreillette gauche qui va recevoir le sang oxygéné des poumons. Et puis, le ventricule gauche, qui, lui, puissant, va pouvoir pousser le sang oxygéné à travers la circulation systémique.
Ça, c'est vraiment un gros survol de la circulation systémique, comment ça fonctionne. Ici, on va parler de l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, rapidement, lui, c'est très simple. Son but, c'est vraiment juste d'assurer la réoxygénation du sang, très rapidement, comme ça. Si on regarde les différentes composantes du système de l'appareil respiratoire, on a, comme au niveau digestif, l'entrée principale qui est la bouche, les narines, le nez, la cavité nasale, et puis notre pharynx, notre larynx. On va avoir la trachée aussi qui, là, maintenant, est spécifiquement faite pour le système respiratoire, qui va nous amener l'air vers nos poumons et son arbre bronchique. L'arbre bronchique, il y a plusieurs petites régions, mais rapidement, on a nos bronches, les deux conduits principaux qui vont diviser la trachée pour amener l'air au poumon droit et au poumon gauche. Et ensuite, on va avoir tel un arbre, après son tronc, on va avoir l'émergence des branches. Il va avoir les bronchioles. Et puis, de plus en plus petits, nos acinus et nos alvéoles. Si on regarde encore une fois notre cavité thoracique, on voit que les poumons vont occuper la région qui reste après que le cœur ait pris place. Donc, de chaque côté du cœur, de chaque côté de la cavité thoracique. Si on enlève le cœur, c'est ce qu'on voit. On peut voir ici que dans le île pulmonaire, qui est en fait là où les vaisseaux, les structures qui vont rentrer dans le poumon peuvent prendre place, on va avoir notre bronche primaire, droite et gauche, pour le poumon droit et le poumon gauche, respectivement. On va avoir nos artères pulmonaires. Notez ici que les artères ne sont pas rouges. Je ne sais pas si vous remarquez, habituellement, on a la conception qu'une artère doit être rouge parce qu'elle véhiculise du sang oxygéné. Ici, on parle d'une circulation pulmonaire. Donc, la circulation pulmonaire amène du sang désoxygéné au poumon. Par définition, une artère, c'est un vaisseau qui va amener le sang qui sort du cœur. Donc ici, étant donné que le cœur droit, le ventricule droit, va expulser le sang désoxygéné vers les poumons, on parle donc d'artère pulmonaire qui amène du sang désoxygéné. Ici, inversement, on va avoir une veine pulmonaire qui, une fois qu'elle ressort du poumon avec du sang oxygéné, par définition, ramène du sang au cœur. Donc, on va parler de veine pulmonaire, malgré qu'elle amène du sang oxygéné. C'est l'inverse, en fait. Puis, si on continue notre arbre bronchique, ça, c'est notre trachée, comme ça, derrière laquelle on a notre œsophage qui descend le long de la cavité thoracique. Et puis, si on la met de côté, on peut regarder l'aboutissement terminal de notre arbre bronchique, où là, on va avoir nos bronches primaires qui vont nous donner nos bronches secondaires, tertiaires. Et tranquillement, plus on avance, plus la structure cartilagineuse va s'amenuire et puis va nous mener vers ce qu'on appelle nos petits alvéoles. Les alvéoles, c'est là où il y a un échange gazeux. C'est-à-dire, c'est seulement à cet endroit-là que la membrane cellulaire est tellement mince qu'on permet une perfusion gazeuse, donc un échange au niveau de l'oxygène et du gaz carbonique pour pouvoir réoxygéner le sang et éliminer le gaz carbonique. Tout ça, en fait, tous ces systèmes-là, le système digestif, le système circulatoire, le système respiratoire, avaient simplement pour but que notre petit Robert ici, qui est en plein centre, qui n'a pas nécessairement accès à tous ces éléments-là de l'environnement pour assurer sa vie cellulaire, peut avoir justement un acheminement de ces nutriments-là à l'intérieur pour être sûr que même la cellule la plus cachée dans ton organisme puisse pouvoir vivre comme si elle était directement en contact avec l'organisme. Ça conclut assez notre bref survol de ces trois systèmes-là au niveau de l'anatomie. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça vous donne quand même une bonne idée d'une anatomie comparative avec les différentes espèces du règne mammifère. Merci. Merci beaucoup, c'était excellent. Donc, je vais vous poser quelques questions de la part de mes élèves. OK. Donc, Sarah qui nous demande pourquoi il y a une différence entre la longueur du système digestif entre un carnivore et un herbivore. J'ai manqué le reste de la question, c'est carnivore et herbivore probablement. Ouais. Oui. Et c'est une bonne question pour un anatomiste
de l'anatomie humaine. La principale cause, je crois, c'est étant donné que les herbivores doivent briser la cellulose. La cellulose, c'est une matière qui est extrêmement difficile à digérer. Donc, le système digestif des herbivores a dû s'adapter pour essayer de transformer la transformation mécanique des aliments de manière beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que souvent, quand on pense aux ruminants, les ruminants vont avoir plusieurs estomacs qui vont participer au brassage. Ils vont même aussi régurgiter de manière spontanée le bol alimentaire pour continuer la mastication, pour s'assurer qu'il y ait un bon brassage, un bon mélangeage avec les sucs gastriques pour en assurer l'extraction maximale au niveau de cette cellulose-là. Tandis qu'au niveau des carnivores ou des omnivores comme nous, on n'a justement pas nécessairement besoin de digérer la cellulose parce qu'on n'en dépend pas tant que ça. Comme les protéines, c'est notre source alimentaire principale, on est très bien équipé de manière mécanique pour la transformation mécanique, mais aussi pour la transformation chimique. Donc, notre système digestif a plus de facilité à digérer ces aliments-là, pour en extraire les nutriments et l'énergie. Ça serait rapidement là, pas mal ça. OK, merci. Ça me fait penser à une autre question, parce qu'il y a toujours des débats. Donc, est-ce que, comme humain, notre système digestif est plutôt, on est plus omnivore que herbivore? Que herbivore? Oui. On ne digère pas la cellulose. Quand on pense à des fibres, par exemple, on dit souvent une alimentation riche en fibres, c'est important. Les fibres, c'est ce qui va donner le volume au niveau de nos matières fécales. La fibre, c'est ce qu'on a un peu plus de difficulté à digérer. Donc, si on la digère moins bien, elle va donc se retrouver dans nos excréments, ce qui va donner un petit peu plus de volume. Donc, si on a un peu plus de volume au niveau de nos matières fécales, quand on est rendu au niveau de notre côlon, le côlon a beaucoup plus de facilité à justement les propulser. Donc, l'eau va aussi participer à ce maintien de la fibre-là au niveau de notre matière fécale. Donc, ça va aider, mais on n'est pas bien équipé. On ne digère pas la cellulose comme on ne peut pas se nourrir simplement de foin. On va la travailler, mais on n'est pas capable d'extraire les nutriments et l'énergie de ces matières-là. Fait que omnivore, on est omnivore. OK, merci. Grace a demandé comment est-ce que les systèmes sont affectés si on est malade. Comment est-ce que ça peut avoir un effet dans les autres systèmes? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du principe d'entéléchie. L'entéléchie, c'est souvent connu avec la phrase qui mentionne que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Si on pense au cas de l'anatomie humaine ici, un estomac toute seule ne fera rien. C'est-à-dire qu'elle a besoin de l'ensemble de tous ses organes. On a besoin de l'ensemble de tous les conduits pour assurer une fonction totale du système digestif. Et encore là, le système digestif ne peut pas fonctionner, n'assurera pas la viabilité cellulaire s'il est unique, s'il n'est pas associé à un système circulatoire, par exemple. Fait que ainsi de suite. Donc, souvent, dans les problématiques de pathologie avancée, il va y avoir un effet cascade. C'est-à-dire que quand un système dépasse sa capacité d'adaptation à une pathologie, les autres systèmes vont en souffrir. Donc, souvent, il va y avoir une affectation directe entre tous les systèmes. Tout fonctionne ensemble. Mais chaque système a une capacité, une résilience qui va être capable de faire face à certaines pathologies. Merci. Ashanti demande comment est-ce que les animaux aquatiques fonctionnent en différence avec des animaux terrestres? C'est quand même une bonne question. Là. Je ne suis pas un vétérinaire ou un biologiste de formation, mais si on revient à l'introduction, c'est-à-dire que quand on a passé d'eucaryote à prokaryote, finalement, l'évolution s'est faite un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire que le but, quand on est devenu des organismes pluricellulaires, c'est toujours de développer des stratégies et des organisations de systèmes pour s'assurer la viabilité de toutes les cellules, même celles qui sont complètement à l'intérieur. Donc, l'adaptation s'est faite en fonction de l'environnement dans lequel l'évolution s'est faite.
pour nous, ben, comme des êtres terrestres, ben, l'air se retrouve gorgé d'oxygène. L'oxygène est aussi une composante de l'eau. Donc, les poissons, les mammifères aquatiques, par exemple, ou toutes les espèces aquatiques, eux ont développé d'autres stratégies. Leurs poumons se sont adaptés aussi à cet échange gazeux-là pour essayer d'en extraire l'oxygène dans le substrat dans lequel ils baignent. Mais c'est une organisation qui est très similaire, en fait. Le rôle des systèmes est très similaire, mais c'est là où il va y avoir un échange avec l'environnement que ça diffère un petit peu. Merci. OK. Ben, j'ai Jean-Mathieu, puis ça va encore toucher des herbivores. Quelle est la principale raison pourquoi certains animaux ruminent? Ça, je pense qu'on en a couvert un petit peu une partie de la question. C'est étant donné que les ruminants doivent s'assurer de vraiment transformer mécaniquement la cellulose le plus possible pour en extraire les nutriments qui sont à l'intérieur. Donc, les ruminants vont continuellement, si on veut, ramener le bol alimentaire au niveau de l'appareil masticateur pour continuer à broyer, à continuer à mélanger, faire pénétrer les sucs gastriques à même la cellulose pour la réavaler, en fait, pour continuer le brassage. C'est un travail qui est beaucoup plus demandant énergétiquement, mais qui est nécessaire pour briser la fibre de la cellulose. Merci. Puis, c'est pas une question que les élèves ont posée, mais souvent la question m'est posée parce qu'on voit toujours dans les diagrammes, les artères sont rouges, les veines sont bleues et le sang il est bleu. Donc, est-ce que le sang qui n'a pas d'oxygène est vraiment bleu? Le sang, il n'est pas bleu, mais il est plus mauvâtre, il est plus bleuté, il est plus foncé, en fait, plutôt que le rouge qu'on voit, par exemple, quand on a une coupure, le sang qui est oxygéné, à cause du fer qu'il y a au niveau des érythrocytes, ça devient très rouge. Mais sinon, le sang veineux est plus foncé. Il n'est pas bleu comme tel. Le bleu, c'est plutôt qu'est-ce qu'on voit à travers la peau. C'est foncé. C'est plus bleuté, mais c'est pas bleu. Okay. Merci. Maintenant, j'ai quelques questions au sujet de la protection. Donc, j'ai Julie qui va demander si tu as des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une différence dans notre communauté pour aider les mammifères. Comment les protéger? Pour assurer la protection des mammifères, oui. Peu importe l'espèce. Là, je pense que c'est plus un engagement, une opinion personnelle, un engagement citoyen c'est une excellente question, en fait. Je pense que je m'avance. C'est une opinion, là, mais je crois qu'il ne faut surtout pas attendre après les mesures gouvernementales, mais il faut prendre des actions citoyennes individuelles et qui vont, espérons-le, amener à des actions plus collectives pour pouvoir essayer de faire en sorte que ça l'influence des politiques. Mais on doit avoir une consommation qui est le plus locale possible, qui est le plus biologique possible pour diminuer l'utilisation des pesticides, des herbicides qui, en fait, viennent complètement affecter l'ensemble de l'écosystème parce que ça s'écoule au niveau de nos nappes phréatiques, de nos cours d'eau, qui vont influencer l'ensemble de la faune et ainsi de suite de la flore que nous consommons par la suite. Donc, c'est vraiment d'avoir une consommation qui est raisonnée et surtout arrêter la consommation excessive de biens qui ne sont pas nécessaires et surtout ceux qui sont à base de plastique. Les plastiques qui ont une longévité qui est démesurée, qui se retrouvent dans l'environnement et qui viennent affecter directement l'habitat naturel de ces espèces-là, puis ça les met en danger. Donc, c'est vraiment avoir une consommation raisonnée et locale le plus possible pour diminuer l'utilisation de tout ce qui est énergie de combustion, donc
comme le pétrole, par exemple. Merci. Une bonne réponse pour celui-là. C'était. J'ai Jean-Mathieu qui a posé une question. Puis, c'est peut-être encore une question d'opinion, mais il a demandé qu'est-ce qui pourrait être possible si vous croyez de bâtir des ponts au-dessus des autoroutes comme en Europe, mais je vais juste te dire, Jean-Mathieu, il y a des ponts dans ma région au-dessous de l'autoroute pour empêcher de diminuer les collisions avec les animaux et les autos. Mm-hmm. Je suis pas au courant de les infrastructures qui ont été mises en place en Europe. Les seuls que je suis au courant, c'est ceux qui ont été construits un peu plus dans la région de la ville de Québec et plus au nord, où, sans dire que c'est problématique, mais c'est d'assurer la cohabitation entre les autoroutes, les usagers des autoroutes, puis les grandes populations d'orignaux de ces régions-là. Ce qu'ils ont construit, c'est des systèmes de clôture le long des autoroutes et des espaces qui permettent la communication entre les deux côtés de l'autoroute. Donc, ces clôtures-là font en sorte qu'on empêche la traversée des orignaux, mais il y a des tunnels qui vont passer en dessous des autoroutes. Donc, c'est comme si ces systèmes de clôture-là amenaient les orignaux et les autres animaux à traverser seulement dans des endroits précis. Donc, ils ne se retrouvent jamais, en fait, sur les autoroutes. Oups, j'ai perdu le signal audio. Pas pesé le bouton encore. Okay. Sarah demande, pouvez-vous élargir vos choix de carrière en biologie au-delà des médecins et des vétérinaires? En biologie, c'est une bonne question parce que je suis dans le domaine de l'anatomie, plus qu'il y a aussi la biologie. Mais en anatomie, il y a beaucoup de recherches qui peuvent se faire. En biologie cellulaire, il y a beaucoup de recherches qui peuvent se faire. Donc, on pense souvent, c'est un réflexe en fait, à ceux qu'on voit qui utilisent la connaissance en fait en milieu clinique, donc les vétérinaires, les médecins. Mais les découvertes médicales, les découvertes qui ont été faites, si on veut, par des chercheurs qui ont travaillé dans l'arrière-scène. On en entend un peu parler, en fait, ces gens-là, mais ces gens-là, c'est dans tout ce qui est le corps médical et vétérinaire. Donc, si eux n'étaient pas là, la science comme telle n'avancerait pas. Mais c'est juste que c'est comme un spectacle, en fait, si on veut. On pense souvent aux gens qui sont sur la scène, mais il y a tout un travail qui est fait derrière. Et ces gens-là sont aussi importants pour le bon maintien, en fait, du système. Donc, la science, la recherche et l'enseignement aussi, c'est des voies qui sont, on pourrait dire, pas oubliées, mais qui sont mises un peu dans l'ombre, mais qui sont tout aussi importantes, en fait, que les cliniciens. Okay, merci. Ashley demande quelles carrières sont possibles qui te permettent de voyager et d'apprendre davantage sur tous les différents animaux? Oui, j'ai pas très bien compris. Excuse. Quelles carrières sont possibles qui te permettent de voyager et d'apprendre sur les différents animaux? Si j'ai bien compris, s'il y a des carrières qui sont possibles pour voyager, et la suite? En lien avec les différents animaux. Donc, lien avec de biologie, j'imagine. J'ai pas encore très bien je pense que la connexion commence à manquer un petit peu, ou je sais pas. J'ai pas très bien compris la fin de la question, mais il y a beaucoup d'efforts au niveau international qui commencent à être faits pour essayer de mettre en place des mesures de cohabitation entre l'espèce humaine qui se développe et qui augmente exponentiellement pour assurer justement la survie de plusieurs espèces. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites encore, on pense au changement climatique,
donc dans des endroits un petit peu reculés pour essayer de recueillir le plus de données possible, pour essayer de mieux gérer ces environnements-là et pouvoir permettre une cohabitation entre nos besoins, nos extractions de ressources et puis l'environnement. Fait que ça, il y a de la recherche à faire. Il y a beaucoup de recherche, en fait, de possible. Donc, la carrière du développement, ça, c'est sûr. OK, merci. J'ai une dernière question. Chanté demande, est-ce que les biologistes marines doivent déménager pour avoir un emploi? C'est une excellente question. Je ne pourrais pas répondre. C'est pas mon domaine, je ne pourrais vraiment pas répondre. Désolé. Je crois que tu as besoin d'être proche de l'eau. Mais sûrement, ou être prête à déménager. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que souvent, comme les biologistes, comme nous ici, la cueillette de données se fait à l'extérieur, mais est analysée localement, c'est-à-dire à l'institution où on travaille. Donc, souvent, c'est des missions, des voyages qui sont faits pour aller recueillir, mais l'analyse et puis le travail de préparation pour ces recherches-là est fait localement. Oh, merci. Pas nécessairement directement en lien avec les côtes ou avec les espèces à l'étude, mais il faut être prêt à voyager, ça, c'est sûr. Donc, j'aimerais vous remercier beaucoup, Gabriel. C'était très intéressant, puis de prendre ton temps pour faire ce webinaire avec nous aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir, pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous, Amanda. Ouais.